Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau catastrophe. On est déjà à l'épisode 12, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes sur la playlist et à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, on est parti. Vous êtes aux urgences et on vous appelle dans le box pour un homme d'une cinquantaine d'années qui vomit du sang rouge. Et l'infirmier vous explique qu'il a déjà vomi 3 fois depuis ce matin à domicile. Alors, quel diagnostic au pluriel évoquez-vous? Comme d'habitude, j'évoque les propositions. Vous prenez le temps, vous pouvez faire pause pour réfléchir. Les propositions, c'est la A, épistaxis, B, hémoptysie, C, hématémèse, D, hématoschisie, E, méléna. Je vous laisse faire pause pour réfléchir et puis moi je vous donne les réponses. Les bonnes réponses étaient la A, la B et la C, puisqu'en fait, pour l'instant, on vous dit juste qu'il a vomi, donc c'est-à-dire qu'il y a du sang qui est sorti de la bouche. La quantité, je ne l'ai même pas spécifiée. On ne sait pas si c'est après un effort de mouchage, après un effort de toux ou de vomissement. Bref, donc pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est épistaxis, hémoptysie ou hématémèse. En tout cas, ça sort de la bouche et pas de l'anus, donc c'est pas la réponse D ni la E. Vous constatez le sang après un effort de vomissement et non de tout. Les narines sont libres, sans jetage postérieur. Le patient est confus, un peu agité. Fréquence respiratoire à 30, SAT à 91 en air ambiant, fréquence cardiaque 128, irrégulière, tension à 7,3 et il est pâle. Il vous rapporte qu'il a pris du kétoprophène depuis une semaine pour des lombalgies et en plus de ça, il avoue une consommation d'alcool chronique et comme antécédent, il y a une FA permanente et un AIT, une notion d'AIT qui est sous Préviscan. La question suivante, c'est quel diagnostic initial peut-on porter? Les propositions: la A, hémoptysie, B, choc hémorragique, C, origine digestive, D, décompensation œdémato-acétique et E, cirrhose. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause. Il y a deux réponses. Je vous aide un petit peu. Et les bonnes réponses étaient la B, choc hémorragique, et C, l'origine digestive. Alors, le choc hémorragique, il y a l'hypotension, hein, et en lien avec la perte de sang. Ensuite, les symptômes sont expliqués, hein, donc la confusion et la marbrure, par un trouble de la perfusion tissulaire. Et donc l'origine digestive, on l'a puisque c'était après un effort de vomissement. Donc quand vous avez un patient qui crache par la bouche du sang, souvent c'est une hématémèse, c'est-à-dire que ça vient du tube digestif, mais quand il crache du sang, ça peut venir de trois origines. Il y a tout d'abord, s'il crache par le nez, c'est ce qu'on appelle une épistaxis. Si ça vient du poumon, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une hémoptysie. Et si ça vient après un effort de vomissement, à ce moment-là, ça s'appelle une hématémèse. Sachant que les trois origines les plus probables chez notre patient, c'est une rupture de varices œsophagienne, un ulcère gastrique et une gastrite hémorragique. Que faites-vous dans l'immédiat? Il n'y a pas de proposition puisque avec les nouvelles modalités des concours pour l'internat, il faut, et puis même dans la vraie vie, savoir ce qu'on va faire spontanément. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les 5 prochaines minutes, qu'est-ce que vous faites, comment vous organisez la prise en charge du patient? Je vous rappelle, hein, donc c'est hématémèse, il est confus agité, une fréquence respi à 30, SAT 91, tachycarde et tension à 7,3, il est pâle. Je vous rappelle, kétoprophène et consommation d'alcool chronique chez un patient qui a une fibrillation atriale permanente et une notion d'AIT sous Préviscan. Je vous laisse quelques secondes pour savoir. Ce sont une
c'est une réflexion qui doit être un peu plus poussée qu'une simple réponse à un QCM. Je vous laisse faire pause et puis moi je vais vous donner la prise en charge proposée. Donc pour cette réflexion, tout d'abord, eh bien, on va se baser sur ce qu'on a, c'est-à-dire un homme qui est devant nous. Habituellement, ils sont tout de même un peu déshabillés aux urgences. Il faudra, en raison du trouble respiratoire et de la tension, eh bien, juguler entre le demi-assis et le allongé. Donc je vous propose une inclinaison à 30 degrés. Et pour la réflexion, le ABCDE. Quand vous ne savez pas, vous reprenez ABCDE. Donc le A, c'est pour airway. Et vous avez ausculté les poumons. Et vous voyez la saturation qui n'est pas correcte. 91 de saturation, c'est trop peu. Donc, on va mettre de l'oxygène. Ensuite, on a vu que le patient avait des signes d'hypoperfusion tissulaire et une tension qui était à 7,3. Donc pour majorer, pour augmenter la tension, augmenter la perfusion tissulaire, eh bien on va lui apporter du volume dans l'extracellulaire, c'est-à-dire dans les vaisseaux, par une perfusion. Et là, on est face à un choc vraisemblablement hémorragique. Il faut donc 2 voies veineuses et 2 remplissages. Donc on commence avec 2 fois 500, que ce soit du sérum physiologique ou de l'isofondine, peu importe, mais quelque chose qui va permettre un remplissage effectif et efficace. Ensuite, en même temps que l'infirmier ou l'infirmière va poser la voie veineuse, on va pouvoir réaliser un prélèvement sanguin. Et donc pour le prélèvement sanguin, puisque c'est effectué avant la pause du remplissage tout de même, on va demander un gaz du sang pour avoir en même temps l'hématose pulmonaire, pour savoir comment le patient est oxygéné, la capnie, le bicard, etc. Et aussi le lactate en même temps. La NFS pour avoir l'hémoglobine, les plaquettes pourront nous orienter, un ionogramme uric-réate, une crase complète, en plus il est sous anticoagulant, un bilan hépatique, une CRP, puisque on ne sait jamais, il peut y avoir des étiologies un peu particulières, mais c'est facilement réalisé, un groupe et des rails, puisqu'il va sans doute être transfusé assez rapidement. Ensuite, on vous l'a dit, il y a un saignement actif d'origine digestive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pense d'abord à une étiologie gastrique. Donc on va lui mettre des inhibiteurs de la pompe à protons et au pousse-seringue électrique. Et après, on ira rapidement vers une transfusion. Bien sûr, le tout au déchocage, puisque ce patient est en choc. Vous recevez les premiers résultats. Donc la gazométrie montre un pH à 7,3, PO2 75, PCO2 35, bicarbonate 22, lactate à 6 mmol par litre, l'hémoglobine à 6,5, 9000 blancs, les plaquettes à 200, INR 8, TP 12, le sodium à 139, le potassium 3,8, l'uréa 15, créate 130 et le bilan hépatique est somme toute normal ou en tout cas maximum dans les 1,5 fois la norme. Que pouvez-vous conclure sur ce bilan biologique? Alors les propositions, c'est A, une acidose métabolique, B, une hypocalémie, C, une anémie, D, l'INR dans les normes, et E, une hypercapnie. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Alors, les réponses n'étaient pas très compliquées, c'est une acidose métabolique, le pH est effectivement à 7,3 avec un lactate augmenté. Même si on parlerait plutôt techniquement d'une acidémie pour les plus précis. C'est pas une hypocalémie puisque le seuil est à 3,5. Alors c'est sûr, c'est pas très haut, mais c'est pas une hypocalémie. L'anémie, bah oui, il est en dessous de 13 grammes. L'INR est pas du tout dans les normes. Donc il devrait être entre 2 et 3. On ne sait pas s'il a une valve cardiaque. Donc 8 en tout cas, c'est beaucoup trop haut. La norme maximale en cas de valve cardiaque, pour les vieilles valves cardiaques, c'est 3,5, donc on est bien au-dessus de la norme. Et il n'est pas en hypercapnique, mais il est plutôt hypocapnique. Il doit peut-être même un petit peu compenser, et c'est expliqué par sa polypnée. Que changez-vous à ce moment-là à la prise en charge? En raison du bilan biologique, qu'est-ce que vous changez ou qu'est-ce que vous ne faites pas? Les propositions de concentré de complexe prothrombinique, donc CCP, 25 unités par kilo, ou B, 50 unités kilo,
La réponse C, vitamine K 5 mg, ou la réponse D, 10 mg pour la vitamine K. Et la réponse E, du plasma frais congelé. Je vous laisse faire pause pour trouver les bonnes réponses. Était la réponse A, donc CCP 25 unités kilo, et la réponse D, la vitamine K à 10 mg par kilo. On fera IV. Pour l'instant, pas de plasma frais congelé, il n'y a pas d'indication. Hein. Et le CCP 50 unités kilo, c'est pour les anticoagulants oraux qu'on ne peut pas réverser avec leurs antidotes respectifs. Alors une question un petit peu plus compliquée. Pourquoi ne pas mettre d'octréotide ou de terlipressine? Réponse A, pas d'indication avant fibroscopie, donc avant la gastroscopie, pas d'indication. Réponse B, pas avant la noradrénaline. C, parce que c'est trop tard dans notre algorithme de prise en charge. D, il n'y a pas de signe d'hypertension portale. Et E, parce que la tension est trop basse. Je vous laisse faire pause, la question est un peu plus compliquée que les précédentes. Et moi, je vais vous donner la bonne réponse. Il n'y en a qu'une. C'est parce que nous n'avons pas de signe d'hypertension portale. Alors, une petite explication. Quelles sont les causes d'hypertension portale? Alors, vous le savez, ce foie, c'est un foie d'aspect cirrhotique. Là, un foie sain qui va récupérer le sang du système splanchnique. Donc là, c'est le système porte qui va revenir vers le cœur avec la veine cave inférieure qui aura drainé tout ça grâce aux veines sushépatiques. Il n'y a pas 50 causes d'hypertension portale. Soit il y a une thrombose au niveau du système porte, c'est quand même assez rare, mais c'est possible, et l'installation n'est pas aussi brutale, ou en tout cas rarement aussi brutale, même si c'est possible. Encore une fois, je n'exclus rien. La deuxième possibilité, évidemment, c'est la cirrhose, mais en cas de cirrhose, le bilan hépatique est perturbé. C'est quasiment obligatoire, ou en tout cas, il n'y a pas de signe d'hypertension portale qui arrive précocement dans une cirrhose. C'est en général l'ouverture des systèmes de vascularisation qui n'existaient plus, qui sont à nouveau perméables. En raison de cette hypertension, ça va donc augmenter ce système splanchnique, puisque le sang ne revient plus aussi facilement dans le foie, et donc il y aura une perturbation du bilan hépatique. Et puis l'autre cause, c'est si c'est pas bouché ni avant le foie ni le foie, c'est après le foie, ce qu'on appelle les thromboses ou la thrombose des veines sushépatiques, c'est un Budd-Chiari. En général, il y a des douleurs, mais il peut y arriver parfois des tableaux peu symptomatiques. En tout cas, pour cet homme, ça paraît quand même peu vraisemblable. Et il n'y a pas de perturbation du bilan hépatique, encore une fois. Après 1 heure de prise en charge, le patient est stable. Quel examen demandez-vous par la suite? Proposition A, un lactate sanguin. B, une endoscopie digestive. C, un scanner abdominopelvien. D, un électrocardiogramme. Et E, une échographie abdominale. Plusieurs réponses sont attendues. Je vous laisse faire pause pour réfléchir. Les bonnes réponses étaient un lactate sanguin. Un lactate augmenté doit se contrôler toujours, toujours, toujours. C'est une cinétique. Lactate égale cinétique. Donc à H+1, on fait un lactate pour voir s'il est contrôlé. Effectivement, le lactate est contrôlé pour ce patient maintenant à 2,1 mmol par litre. B, une endoscopie digestive. Oui, on va le demander rapidement, le plus rapidement possible. Et D, un électrocardiogramme. Oui, parce que le patient a une ACFA connue. Il faut voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il est effectivement irrégulier à cause de son ACFA ou non? Peut-être ça peut être un autre rythme. Et est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a une souffrance myocardique? Donc le CG est impératif. Vous recevez donc l'électrocardiogramme que voici. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les dérivations
Même si vous allez me dire, pour rechercher un trouble de la repolarisation ou une ischémie dans un territoire, l'idée du QCM n'étant pas là, quelle conclusion pour cet électrocardiogramme? Alors partiel, je vous l'accorde. B, un rythme sinusal complet. B, des extrasystoles auriculaires. C, une ACFA. D, un rythme jonctionnel. E, un trouble de la repolarisation. Je vous laisse faire pause. La bonne réponse, c'était une ACFA. Alors le rythme sinusal était partiel, en fait, les 3 premiers complexes étaient sinusaux, le reste c'est une ACFA. Il n'y a pas d'onde P qui précède un complexe QRS. Et il y avait une arythmie, les complexes étaient irréguliers entre eux. Donc c'était bien une ACFA, il n'y a pas de rythme jonctionnel parce que sinon ça aurait été plutôt régulier, et il n'y avait pas de trouble de la repolarisation associé. Dernière question, quels sont les 2 scores que vous utiliserez pour la prise en charge cardiologique de ce patient? Je vous laisse faire pause, encore une fois, hein, pas de QCM, parce qu'il y a des évolutions dans les modalités des concours pour l'internat, et ça doit sortir de vous-même le jour où vous êtes face à un patient. Les 2 scores à penser étaient les scores utilisés pour l'indication ou la non-indication d'anticoagulation lors d'une arythmie par fibrillation auriculaire. Ces 2 scores, c'est le score Chadvask pour l'indication d'anticoaguler et le risque ischémique, le risque d'AVC. Et l'autre score, c'était le score Hasbled, qui est le risque de saignement, le risque d'hémorragie, qui va plutôt nous inciter à ne pas anticoaguler le patient. Et si on calcule son score actuellement, eh bien, il est de 3 à 4 pour le Hasbled, donc un risque important. À partir de 3, c'est un risque à considérer, alors qu'il n'a que 1, voire 2 si le bilan de vasculopathie est positif. Donc la balance bénéfice-risque n'est plus trop en faveur de l'anticoagulation. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce cas clinique. J'espère qu'il vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est effectué. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.